Coucou! Un jogging matinal, une disparition brutale. Caroline Marcel, née le 8 février 1963 à Montargis, était une femme dynamique et engagée, dont la vie a été tragiquement interrompue le 22 juin 2008. Avant cette date, elle menait une existence épanouie, tant que sur le plan personnel que professionnel. Caroline était directrice adjointe de l'agence du Crédit Agricole d'Olivier. Elle était décrite comme une personne déterminée et professionnelle, parfois perçue comme directive. Elle entretenait des relations parfois tendues avec certains clients et avait envisagé de saisir le conseil de prud'homme en raison des conflits avec sa hiérarchie. Caroline était divorcée et mère d'une fille âgée de 10 ans au moment de sa disparition. Elle vivait à Olivier, une commune proche d'Orléans dans le Loiret, où elle était bien intégrée. Le soir du 22 juin 2008, elle était partie faire son jogging sur les bords du Loiret. Caroline attirait naturellement les gens. Elle était gracieuse, ouverte, et elle dégageait une chaleur humaine rare, ce qui faisait qu'elle était toujours bien entourée. Elle avait ce don d'aller vers les autres, de créer facilement du lien, de toucher les gens, tout simplement. En 1992, Caroline rencontre celui qui deviendra son mari. Je l'ai rencontré par des amis communs lors d'une soirée. Très vite, on s'est revus et tout est allé assez naturellement. On a emménagé ensemble rapidement, puis on s'est mariés. Peu après, notre fille est née. Caroline était une maman comblée. Pour elle, sa fille, c'était toute sa vie. Ses proches disaient même qu'il ne fallait pas critiquer sa vie. Pour elle, sa fille, c'était l'ange. C'était une réussite absolue. Elle était très présente, engagée, toujours là pour son enfant. Parfois, elle pouvait se montrer très exigeante sur l'éducation de sa fille, mais c'était surtout parce qu'elle ne vivait que pour elle. 3 ans avant le drame, elle prend une décision radicale, elle demande le divorce. À ce moment-là, elle a fait une rencontre marquante. Dans son milieu professionnel, son chef commence à la solliciter, à la séduire. Pour Caroline, c'était une bouffée d'air, une renaissance, après de longues années de mariage. Après le divorce, entame une relation avec cet homme-là. Au début, elle était heureuse. Il se montrait prévenant, attentionné, parfois même un peu trop. Caroline était sous un petit nuage. Mais malheureusement, ce bonheur n'a pas duré. Peu à peu, elle comprend que leur histoire était instable, compliquée, pleine de tensions et de rebondissements. Et à force, elle n'en pouvait plus. Et elle comprend que cette relation n'apporte rien de bon. Il est 8 heures, ce lundi 23 juin 2008. Avec l'ex-mari, ils avaient un petit rituel. Quand l'ex-mari gardait sa fille le week-end, ce qu'elle faisait, Caroline, c'est qu'elle allait rejoindre son ex-mari devant l'école pour faire un petit bisou à sa fille, pour lui souhaiter une bonne journée. Mais ce jour-là, elle n'y était pas. Ce qu'il va faire son ex-mari, c'est qu'il va essayer de l'appeler, mais elle répond pas. Il s'est dit peut-être qu'elle dort, elle s'est pas réveillée, elle a oublié de mettre le réveil, etc. Du coup, pas d'inquiétude. Mais vers 19h, il reçoit un appel de la directrice d'école en disant oui, bonjour, Caroline n'est toujours pas venue, votre fille elle attend sa mère. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va quitter le boulot et il va récupérer sa fille. C'est là qu'il va s'inquiéter, c'est pas normal. C'est pas normal que Caroline, déjà, n'est pas venue ce matin. Et là, à venir la chercher, encore pire. En récupérant sa fille, il va retourner au bureau avec sa fille et il va s'isoler pour appeler la police. En appelant la police lui pose des questions, genre sa couleur de peau, sa couleur de cheveux, si elle allait courir régulièrement, etc. Et, après avoir décrit Caroline, la police va lui demander d'aller au commissariat d'Orléans, car il y avait des personnes qui l'attendaient. Et sa meilleure amie, Anissa, va recevoir un appel de la mère de Caroline en lui disant oui, est-ce que tu peux aller chez Caroline parce que il y a l'alarme qui sonne, il y a une fenêtre qui est ouverte et Caroline ne répond pas, ça m'inquiète un peu. Est-ce que tu peux aller voir? En allant devant chez elle, elle voit que la police rôde devant chez Caroline et elle se dit mais wesh, qu'est-ce qui se passe quoi? En gros que la police lui dira que Caroline a disparu et qu'il faut qu'elle aille au commissariat d'Orléans. Revenons à l'ex-mari. En arrivant au commissariat d'Orléans, la police va lui dire qu'ils ont découvert un corps qui correspond à Caroline. Anissa aussi, quand elle va aller au commissariat, ils vont lui dire retrouver un corps qui ressemble à Caroline. À ce moment-là, il n'y a que l'ex-mari et Anissa qui sont au courant de ça. Car seule l'autopsie dira ce qui s'est passé. Le prof en sortie scolaire qui a trouvé le corps à Olivier, le parcours de la Meuse Saint-Anny,
où le corps a été retrouvé. C'est un endroit calme et joli, avec des chemins entourés d'arbres. On peut marcher le long de la rivière, passer sur des petits ponts avec des fleurs et voir des vieux moulins. C'est un lieu agréable où les gens viennent se promener, faire des pique-niques, ou du touriste en famille et du sport. Le corps a été retrouvé en train de flotter au bord de la rivière. C'est une femme d'une quarantaine d'années, flottait sur le ventre. La police de l'identité judiciaire arrive rapidement sur place, accompagnée d'un médecin légiste chargé de faire les premières observations. Le corps ne présente pas de blessures physiques majeures. En première vue, des signes comme la rigidité et la lividité suggèrent que les décès remontent entre 12 à 24 heures. Caroline a été retrouvée dans une position inhabituelle. Son t-shirt était remonté sur son visage et son short était abaissé. En observant de plus près, les enquêteurs découvrent de nombreuses traces de violence. Des blessures sur le visage, les bras, les jambes, laissaient penser à une lutte, une résistance et une agression qui a duré. Malheureusement, les premières constatations relèvent aussi un acte d'une grande brutalité. Le corps porte les marques d'une agression post-mortelle. C'est un geste d'une violence extrême qui va même choquer les professionnels. Les examens du corps relèvent d'un acte d'une grande violence, avec des traumatismes qui confirment non seulement qu'il y a eu une agression physique, mais aussi de leur côté, les policiers commencent à chercher des indices autour de la scène, tout ce qui pourrait être utile à l'enquête est soigneusement prélevé. Des mégots de cigarettes, une bouteille en verre, une boucle d'oreille et même le contenu des poubelles les plus proches. Sur le sol, certaines traces intriguent les enquêteurs. Si un corps a été déplacé en étant tiré par le bras, des marques spécifiques peuvent apparaître sur des parties du corps. Contact direct avec le sol. Cela pourrait indiquer que la victime a été traînée jusqu'à la rivière. Pourtant, malgré ces premières observations, peu d'éléments matériels clairs, nets et précis sortent dans l'immédiat. L'enquête s'annonce très difficile. Ces premières constatations définissent déjà l'heure approximative du crime, mais plutôt d'un créneau probable dans lequel le meurtre aurait été commis. Ce drame a été commis en juin. En juin, les journées sont plus longues. Il est probable que l'agression ait eu lieu tôt le matin ou tard le soir. Mais pas dans la nuit, ça c'est clair et net, pas dans la nuit. Parce que l'endroit est totalement dépourvu d'éclairage public. Je pense que, étant une femme, même en 2008, on court pas dans une forêt ou même dans un parc seule la nuit. Sans lumière, c'est officiel. C'est Coraline Marcel qui est décédée. C'est l'ex-mari qui va prendre la décision la plus dure d'appeler les parents en leur disant que ils ont trouvé le corps mort, décédé. Après cette étape difficile, le médecin légiste commence l'autopsie. En regardant le corps, on voit à quel point la violence a été forte. Il y a plusieurs bleus sur le front, les joues, la lèvre, aussi des blessures sur la mâchoire qui montrent que la victime a reçu plusieurs coups. Vraiment, le mec, il s'est déchaîné sur elle. Il avait la haine. Soit une haine contre les femmes, soit, je sais pas, elle était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Elle a aussi reçu des coups très forts derrière la tête. On peut voir aussi des marques d'étranglement. En fait, ils ont découvert 2 marques sur le cou et la personne a essayé d'étrangler avec quelque chose, quoi. Je vais pas tout décrire ce qui est ressorti d'autopsie parce que vraiment c'est très choquant. Après, on peut s'imaginer cette scène dans la tête. Du coup, je vais m'arrêter à cette description-là parce que je pense que c'est déjà bien. En conclusion claire, nette et précise, c'est que l'agresseur voulait que Caroline meure. Voici comment s'est déroulé le dernier week-end de Caroline Marcel, juste avant le drame. Ce week-end, c'est l'ex-mari de Caroline qui a leur fille. Ce vendredi soir, exceptionnellement, il rentre chez Caroline. Elle l'a invité à passer pour un souci de téléphone. Il l'a trouvée plus calme que d'habitude. Elle venait de rompre avec son compagnon. Ce changement semble l'avoir apaisée. Après un moment passé ensemble, il repart avec sa fille pour le week-end. Le 21 juin 2008, elle profite d'être toute seule. Elle sort faire du shopping pour se changer les idées, comme elle vient de rompre avec son ex-compagnon. Mais cette parenthèse est vite gâchée. Par hasard, Caroline tombe sur son ex-compagnon. Une dispute éclate en pleine boutique. La vendeuse, qui la connaissait bien, s'en souvient très clairement. Le dimanche matin, Caroline appelle son amie, elle lui propose de faire un footing ensemble, mais son amie refuse car elle est à Paris et qu'elle ne rentrera pas le soir.
Et puis bon, elle raccroche en disant on se rappelle dans la semaine. Et ça sera la dernière fois que son amie va entendre la voix de Caroline. Son amie dira, elle m'a dit je vais monter du jardin puis je vais me reposer dans un transat. C'était la dernière conversation entre elles. Mais en fin de journée, Caroline quitte finalement son domicile. Son amie rentre de Paris, elle aperçoit la voiture de Caroline garée à son endroit habituel, près du laurier. Elle dira à son mari, oh tiens Caroline est partie courir. Pourtant cela l'a intriguée, parce que Caroline avait dit qu'elle était très fatiguée, qu'elle voulait se reposer. Elle ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, le fait qu'elle ait changé d'avis et qu'elle est allée courir. Mais l'horreur est là et l'enquête piétine. Qu'un élément matériel permet d'identifier le coupable. Les policiers de la PJ d'Orléans vont devoir envisager toutes les pistes. Au début de l'enquête, 3 scénarios principaux vont envisager. Le premier, l'agresseur est un habitué des lieux. Il connaissait bien le secteur, il avait peut-être repéré Caroline au fil de ses footings réguliers. En fait, il attendait juste le bon moment pour passer à l'acte. Le deuxième scénario, un prédateur S de passage. Quelqu'un qui n'était pas du coin, présent par hasard. Un homme dangereux qui s'en prend violemment à des femmes. Et puis la troisième, Caroline croise quelqu'un qu'elle connaît. Elle s'arrête, elle dit qu'elle ne se méfie pas de la personne, et là, tout bascule. C'est le scénario qui oriente les enquêteurs vers l'entourage proche de Caroline Marcel. Très vite, une piste se précise, celle de l'ex-compagnon. Pas de l'ex-mari, l'ex-compagnon. La veille du drame, Caroline s'était disputée avec lui. Dans une boutique, une altercation confirmée par une vendeuse présente sur place. Les enquêteurs découvrent aussi que la relation battait sérieusement de l'aile. Caroline n'était plus heureuse. La personnalité de cet homme, leur histoire compliquée, la raison de leur rupture, tout ça devient le cœur de l'investigation. Peu à peu, le comportement de cet homme est devenu très inquiétant. Il agissait comme si Caroline lui appartenait. Il était partout. Il la suivait. Caroline pensait au début que c'était juste une coïncidence. Et au fil du temps, elle comprend que c'est pas une coïncidence, quoi. Qu'il fait exprès de la suite. Il surveille ses moindres déplacements. Les entourages de Caroline s'inquiétaient énormément de cette relation très toxique. Parce qu'elle était dans un climat violent. Parce que le mec ne faisait pas que la suivre, la harceler. Il la tapait aussi. Petit à petit, les enquêteurs commencent à reconstituer le portrait d'un homme jaloux, possessif, parfois agressif. Il devient la cible principale de leur attention. Un autre détail glaçant va marquer les esprits. Une amie de Caroline se souvient d'avoir vu des blessures inquiétantes sur ses jambes. Mais Caroline, comme souvent minimisée, esquive et évite de parler. Elle est prise dans une relation qui l'étouffe et la blesse, dont elle a du mal à sortir. Peu à peu, ses proches ne reconnaissaient plus Caroline. À force d'endurer cette relation toxique, Caroline aurait fini par confier à ses proches son envie de tout arrêter. Elle voulait le quitter et tourner la page. Cette relation l'avait changé, l'avait éteint. Aux yeux de la famille, Caroline était sous emprise. Interrogée sur la relation compagnon, parle d'une histoire passionnelle, parfois violente, mais insiste. Caroline s'en prenait aussi à lui. Il affirme surtout que c'est lui qui a décidé de la quitter. La police va lui demander ce qu'il faisait ce week-end dernier, et il dira que il est parti le samedi soir pour Arcachon, et son téléphone prouve bien qu'il était là-bas. Puis il revient dans l'après-midi du dimanche. Relevé bancaire prouve qu'il passe chez lui vers 17h30, et il affirma qu'il était seul toute la journée à la maison. Mais un détail va gêner la police, c'est son téléphone fixe a appelé son portable 17h38 et 20h27, et il dira en fait qu'il avait égaré son téléphone et qu'il avait appelé avec son fixe pour le retrouver. Il va aussi reconnaître que parfois il allait voir Caroline faire du footing. Et pour prouver son innocence, montrer son corps, prouver qu'il a aucune blessure, qu'il n'était pas là. En regardant les vidéos de surveillance, il va apercevoir une voiture grise qui correspond à la voiture de l'ex-compagnon où Caroline garait sa voiture. Et dans la vidéo de surveillance, on voit un homme dans la voiture. Comme les images sont floues, on peut pas dire si c'est lui ou pas. La piste que c'est l'ex-petit compagnon qui a assassiné Caroline se rapproche. La veille du drame, elle s'était disputée avec lui. Elle n'était plus heureuse. Leur histoire compliquée, la raison de la rupture. Les enquêteurs vont prélever de l'ADN sur cet homme. Non concluante. Les ADN qui sont trouvés sur le corps de Caroline n'est pas celui de l'ex-compagnon. Cette piste mène à rien. Les policiers cherchent des témoignages. Et le problème, ils vont pas trouver de témoignages car ce jour-là, il y avait un match de Coupe d'Europe important et ce jour-là, c'était un événement qui a attiré beaucoup l'attention des Français. À cause de ça, il n'y avait presque personne dehors. Un voisin qui habitait à quelques centaines de mètres du parc a dit qu'il n'a rien vu. D'autres compliquent les analyses d'ADN ne donnent rien. Le tueur n'a laissé aucune trace. Le corps est resté plus de 12 heures dans l'eau. Le soir, il y a eu des orages, donc il n'y a ni d'ADN, ni d'empreintes, ni de témoins. Il n'y a rien du tout. La police a alors décidé de lancer un appel aux témoins pour essayer de trouver des informations. Ce qu'ils vont faire, c'est que la police vont refaire le parcours
de Caroline. De la même manière, la même façon dont elle est habillée, etc. Au cas où, si le meurtrier revient sur les lieux du crime, rien du tout. Le jour après le meurtre, les obsèques de Caroline Marcel rassemblaient une foule bouleversée par la violence du drame. Elle est enterrée dans une petite commune du Cher, loin de l'anonymat de la grande ville. Il y avait beaucoup de monde. Plusieurs policiers ont assisté à l'enterrement pour voir si le meurtrier n'était pas à l'enterrement. Ils ont pris des photos, etc. pour savoir s'il n'y avait pas une personne qui agissait bizarrement, mais rien. Passons au deuxième scénario, qu'il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Les enquêteurs commencent alors à recenser les délinquants sexuels vivant dans la région et s'appuient sur le FIGE, un fichier national qui répertorie toutes les personnes condamnées pour des infractions S. Dans les fichiers de la police, de nombreux individus au profil inquiétant étaient répertoriés dans le voisinage de Caroline. La consultation du fichier permet d'identifier un homme au profil particulier intéressant, un habitant d'Olivier, tout proche du domicile de Caroline Marcel, condamné pour V en 2003. Ce qui retient surtout l'attention des enquêteurs, c'est que son mode opératoire ressemblait beaucoup à celui du meurtre de Caroline. Lors de son agression, il avait menacé sa victime en lui disant qu'il voulait la tuer et la jeter dans le Loirier. Exactement ce qui est arrivé à Caroline. Les policiers pensent alors tenir une piste sérieuse. Les recherches relèvent un autre détail troublant. Cet homme était client de Caroline. Cet homme est aussi identifié par plusieurs habitants comme un habitué des bords de Loirier. Il menait régulièrement son chien dans les secteurs et croisait très probablement Caroline chaque fois qu'elle sortait courir. Le juge d'instruction demande alors aux policiers d'approfondir cette piste. Ils analysent son téléphone et découvrent que le soir du meurtre, à 23h20, son téléphone a activé une borne située sur le chantier tout près du lieu du crime. En cherchant plus profondément, ils aperçoivent que le téléphone borne là-bas parce que la borne la plus proche, c'est celle de son domicile. Une question se pose, où se trouvait réellement cet homme au moment où Caroline a été tuée? Pour le découvrir, le 12 août 2008, les enquêteurs le placent en garde à vue. En même temps, ils perquisitionnent son domicile. Les analyses de son ordinateur révèlent qu'il consultait régulièrement des sites à contenu S extrêmement violents. Les enquêteurs ont conclu qu'il s'agissait sans doute d'un homme profondément perturbé sur le plan S, en réelle souffrance, ce qui correspond à un type de profil qui cherchait dans cette affaire. Garde à vue, l'homme nie totalement ce meurtre. Il affirme que le 22 juin, il a passé l'après-midi chez ses parents et qu'il est rentré chez lui que le soir. Mais aucune preuve prouve qu'il était bien chez ses parents, qu'il est rentré le soir. Comme aucune preuve le condamne, la garde à vue est finie et il sort. L'homme est libre. Les enquêteurs ont aussi examiné les fichiers des délinquants S de la région et cette piste-là n'a rien donné. Du coup, pour eux, c'est un meurtre qui a été commis par un proche. Ils vont apprendre que la bague de Caroline, c'est un anneau avec une petite pierre qui a une grande valeur pour elle, a disparu. Cette bague-là, Caroline ne l'a jamais quittée. Les enquêteurs ont donc fouillé le domicile de Caroline pour retrouver le bijou disparu, mais rien. La disparition de ce bijou relève les soupçons des policiers envers l'ex-compagnon. 21 septembre 2009, plus d'un an après le meurtre de Caroline, l'ex-compagnon est finalement placé en garde à vue. Pour eux, sa jalousie devient le point central de son interrogatoire. Mais aucun élément matériel ne vient étaler l'hypothèse de la culpabilité de ce suspect. Même un expert psychologue qui assiste à cet interrogatoire conclut que ses propos sont cohérents, que ses réactions correspondent à cette situation-là. J'ai dû changer de lumière comme il n'y avait plus de batterie. C'est normal que la luminosité est pas la même. En septembre 2009, l'arrestation d'un homme pour le meurtre d'une joggeuse commis à une centaine de kilomètres d'Olivier relance l'enquête pour Caroline Marcel. Un an après ce meurtre, les enquêteurs se rapprochent d'une affaire non similaire. Une joggeuse, Marie-Christine, ado 42 ans, a été enlevée puis tuée par un individu qui habitait également dans le Loiret. Elle a eu le malheur de croiser sur son parcours Manuel, Ribeiro, Alves, Lacrosse. Les gendarmes réussissent à arrêter cet homme de 47 ans. Cette affaire criminelle, sombre et violente, attire rapidement l'attention des policiers d'Orléans en charge du meurtre de Caroline. Le fait que la victime soit aussi une joggeuse facilite le rapprochement entre les deux affaires. Un autre point commun est le mode d'opération. L'étouffement ou l'étranglement, ces similitudes intriguent les enquêteurs. Manuel Ribeiro est un récidiviste déjà condamné pour des V sur mineurs en juin 2008, au moment où Caroline est assassinée sur les bords du Loirier. Manuel venait tout simplement de finir de purger sa peine. Il était donc libre.
Cette coïncidence pousse les enquêteurs à approfondir leur investigation. Il est placé en garde à vue et confronté aux enquêteurs de ces deux affaires. Malgré ces indices lourds, la police doit prouver que c'est lui, avec des preuves solides pour le condamner à ce meurtre. Mais voilà. Pour le meurtre de Caroline, il n'est pas le premier. La famille de Caroline cherche désespérément des réponses. Pourquoi elle a été assassinée? C'était une personne gentille, souriante, heureuse. Elle n'a pas de casier judiciaire, pas de problème. C'était pas une fille à problème. Ils comprennent pas. Pour les policiers, Caroline connaissait le meurtrier. L'affaire semble plonger dans le néant. Ils ne savent pas qui l'a tué. Les éléments ne donnent rien. Les ADN ne donnent rien. Rien du tout. Mais en 2022, Paul Cloquet reprend l'affaire. Le juge Nathalie Turquier prend les choses en main. Connue pour avoir secoué l'affaire dite du grelais, elle fait bouger les lignes avec succès, elle n'a pas froid aux yeux. En relisant le dossier, elle le voit, elle remarque la fameuse clé de voiture retrouvée dans le Loiret par les plongeurs. La clé de la Twingo de Caroline. Elle n'a jamais été analysée. Je trouve ça ouf! Cette clé n'a pas été analysée. Vraiment, elle va demander qu'elle soit analysée, de tenter de retrouver un ADN, et il retrouve une ADN. Et l'ADN correspond à un certain Stanislas, jamais interrogé dans l'affaire. En regardant son passé, on découvre que cet homme âgé de 35 ans avait déjà été condamné dès de l'âge de 15 ans pour des attouchements sur une petite fille, puis poursuivi l'année suivante pour une agression S. Au moment du meurtre de Caroline, il travaillait comme paysagiste à Olivier. Son entreprise était située juste à côté. Depuis, il a quitté la région le 16 janvier 2024. Les policiers retrouvent le mobil-home de cet homme. Olivier avec sa compagne mise en garde à vue, malgré l'ADN qui a été retrouvé sur les clés, il nie les faits. L'enquête est réouverte. Les parents de Caroline reprennent enfin espoir de connaître la vérité sur les derniers instants de leur fille. Quand à l'ex-compagnon, il peut enfin tourner la page après des années passées comme le principal suspect. Selon le parquet de Nanterre, l'individu est incarcéré, toujours incarcéré. Il est passé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête et il reste sous le coup d'une mise en examen pour homicide. La justice poursuit ses investigations pour établir les responsabilités avec précision. Rien prouve que c'est lui. L'espoir renaît, quoi. L'espoir est là. La famille, c'est pas une question de justice, c'est enfin de pouvoir faire leur deuil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez l'affaire de Caroline Marcel. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes toujours là, commentez clé. Voilà. Grâce à cette clé, on a peut-être découvert le meurtrier de Caroline. Après plus de 20 ans. C'est bien. Les parents pourront faire leur deuil. Sa fille pourra faire son deuil aussi. Parce que là, on a parlé de ses parents, on a parlé de son ex-mari. La fille, elle a quand même perdu sa maman super jeune. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Bisous!